Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie sauvage. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'Emmanuel Grandman au pays des orang-outans. Emmanuel Grandman est primatologue. Sa thèse sur la réintroduction des orang-outans en Indonésie et à Bornéo, qu'elle a soutenue au Muséum national d'histoire naturelle, lui a permis de séjourner là-bas pendant une année et d'y retourner vivre par la suite. Elle est aussi devenue membre de la Société d'encouragement pour la conservation des animaux sauvages et milite pour la protection des grands singes dans le monde. De son enfance, elle garde le souvenir précieux de longues promenades à travers les allées des zoos, des musées d'histoire naturelle et des parcs dédiés à la nature et aux animaux. Lorsqu'elle s'interroge aujourd'hui sur ses choix de vie et sur l'admiration qu'elle porte au monde animal, elle croit déceler dans ses souvenirs le point de départ de cette passion. Sous la voûte feuillue d'une immense forêt de diptérocarpes, c'est là que commence son histoire avec les orang-outans. Place au récit. Je suis arrivé à Bornéo en 1998. Le départ avait été repoussé à cause du dramatique incendie dont les flammes avaient brûlé les contours de la forêt. Je ne connaissais guère les orang-outans. Je les avais simplement croisés à la ménagerie du jardin des plantes. J'avais cependant pu les étudier un minimum en captivité. Parvenu en Indonésie, après 3 avions, un taxi, puis 7 heures de 4x4, je mis les pieds dans l'une de mes premières forêts tropicales. Et là, accroché à un arbre, devant le bâtiment, qui allait devenir ma maison, se tenait un orang-outan. Curieux et intéressé par les nouveaux venus, ce fut ma première rencontre avec le grand singe roux en liberté. Ma mission était de tenter une mise en place du programme de réintroduction mené par la Fondation pour la survie des orang-outans à Bornéo. Les orang-outans que je côtoyais n'étaient pas comme les autres. Avec la déforestation et le braconnage sur les îles de Bornéo et Sumatra, ces singes étaient devenus des survivants. Les bébés sont la première cible des braconniers. Ils sont vendus comme animaux domestiques ou ornements de jardin. Or, pour capturer un jeune, il faut d'abord tuer sa mère, qui ne lâche pas facilement sa progéniture. Les scientifiques estiment que pour un bébé primate kidnappé, ce sont 5 autres singes qui sont morts pour le protéger. C'est la tragique réalité du trafic d'animaux sauvages. Depuis 1931, posséder un orang-outan en Indonésie est illégal. Des ONG et des scientifiques se sont mobilisés pour confisquer les orphelins déjà capturés. Mais que faire de ces petits parfois tellement traumatisés qu'ils ne peuvent plus vivre sans soins quotidiens ? Quel avenir pour ces rescapés de l'enfer humain ? Pour répondre à ce challenge, des centres ont été créés, comme dans lequel je suis parti pour réapprendre à ces primates à survivre en toute indépendance dans leur milieu naturel. Il faut quand même prendre garde que les bébés réintroduits ne propagent pas de maladies humaines au sein des groupes sauvages déjà tant malmenés. Dans la forêt de Meratus, ce sont des singes réintroduits que je suivais pas à pas, notant chacun de leurs gestes pour les comparer à ceux de leurs congénères sauvages. Ils n'étaient pas farouches et venaient aux abords du campement pour chercher du réconfort et de la nourriture achapardée. Je vivais enfin mon rêve, parcourir la forêt pour observer le comportement d'animaux et tenter de comprendre comment une espèce différente de la nôtre vit, pense et réagit. Je me suis immergé dans cet univers inconnu, tâche d'autant plus compliquée que tout lien avec mon quotidien était brisé. J'étais au cœur de Bornéo, perdu dans la sylve tropicale à plus de 6 heures du premier village, et pour seule compagnie, 5 Indonésiens qui ne parlaient pas anglais. Nous étions dépendants d'une voiture qui nous ravitaillait tous les 10 à 20 jours en provenance de Wanariset. Un sentiment étrange vous envahit lorsque tous vos repères se sont envolés et qu'il vous faut reconstruire un monde autour de vous. Ce fut une leçon d'humilité. J'aurais appris le respect, la tolérance et l'émerveillement. Tous les soirs avec Ishal, qui m'aidait à me guider dans la forêt, nous partions dans la nuit retrouver l'orang-outan qui dormait tranquillement dans son nid. J'assistais au réveil de la forêt. Le jour s'appropriait à nouveau la canopée, enveloppé dans son manteau de brume, sous les mélodies des gibbons et oiseaux à peine réveillés. Ces concerts matinaux font partie des plus beaux souvenirs que je garde de cette forêt. Mes journées étaient rythmées par les mouvements arborés des orang-outans, botanistes et grands amateurs de fruits, parcourant inlassablement la forêt en quête de mangues, ramboutans ou encore de figues. Nous passions souvent plus de 14 heures sous la chaleur moite de la forêt à épier, noter chaque mouvement et comportement du grand singe roux. Même après plusieurs mois, chaque jour passé était empreint de nouveautés et riche de découvertes.
il y a des insectes que je n'ai jamais croisés 2 fois, ce qui montre la variété énorme d'espèces et de biodiversité dans ce lieu. C'était pendant les siestes des orang-outans que l'observation de cet écosystème était le plus propice. Souvent après un bon repas de figues, l'orang-outan se construisait dans un arbre alentour, un nid rudimentaire, dans lequel il s'allongeait bercé par le vent. Là, je laissais mes yeux s'égarer dans le fouillis végétal, à l'affût de mouvements. Calao, rhinocéros, écureuils volants, lézards planants, insectes trompettes et fourmis géantes. Je découvrais sieste après sieste un bestiaire extraordinaire et revivais la fascination des premiers explorateurs. Non contente de m'être juste expatrié le plus loin possible, j'avais décidé de compliquer encore plus la tâche. Les orang-outans étaient uniquement arboricoles. Je m'initiais donc aux joies de l'escalade, afin de mieux déchiffrer leur mode de vie et comprendre la construction de leurs nids nocturnes. Ces structures qu'ils fabriquent quotidiennement sont utilisées seulement pour dormir. Les grands singes sont nomades et parcourent la forêt en fonction de la disponibilité des fruits. Il est plus économique d'établir un campement sur place pour avoir accès aux fruits plus facilement dès le lendemain. Mais au-delà d'une simple commodité, il semblerait, selon les études anthropologiques, que ces nids soient directement liés au développement des capacités cognitives des grands primates et des premiers hommes. Construits à plus de 30 mètres de haut, ils servent d'isolant thermique, de protection contre les prédateurs et parasites au sol, et assurent un sommeil profond, et pourquoi pas même des rêves. Or, c'est en ces phases de sommeil que le cerveau trie souvenirs et données de la journée. Le travail de mémoire, de catégorisation et de résolution de problèmes serait donc favorisé par ces longues périodes de repos dans ces nids perchés. Ainsi, muni d'une arbalète, d'une corde et d'un harnais, je tentais mes premières escalades dans les arbres. Observer cette forêt gigantesque a quelque chose d'irréel. Là, accroché à plus de 35 mètres de haut, ballotté par le vent, on peut enfin voir la cime des arbres tutoyer le ciel. Passer des mois à observer des animaux peut paraître lassant et monotone. Cependant, avec les grands singes, comme avec beaucoup d'autres animaux, on découvre vite les individualités de chacun. Bien sûr, lors de mes cours à l'université, j'avais appris à ne considérer l'animal que dans le cadre d'un groupe ou de l'espèce. Mais sur le terrain, on ne peut pas se plier à cette pensée cartésienne, qui vide l'animal de toute âme, raison ou pensée. À côtoyer ce monde de près, on apprend à les reconnaître entre eux. Par le physique tout d'abord, chacun ayant des traits qui leur sont propres, puis par le comportement. Ainsi, Bento, bébé orang-outan, jouait déjà avec les mâles dominants. Et Maya, la femelle du groupe, m'a rappelé avec 2 claques qui était la matriarche. Et puis il y avait Mono le clown, jouant sans cesse des tours aux Indonésiens, leur volant leur savon ou leur dentifrice. La liste de mes amis orang-outans est longue. Si je parle d'amis, ce n'est pas par mièvrerie anthropomorphisme exacerbé. C'est parce que pendant des mois, ils m'ont laissé les suivre, les observer, les approcher. Ils m'ont offert d'innombrables moments de joie et d'émotion, jusqu'à même m'attendre à chaque retour d'excursion, comme de vieux amis. Nous nous sommes apprivoisés, et c'est parce qu'ils m'ont accepté qu'ils m'ont autorisé à les approcher et que j'ai pu travailler et à rassembler des milliers d'heures d'observation précieuses. Sans cette patience de départ, sans une certaine humilité, on ne peut côtoyer les animaux. Il faut savoir se fondre dans le paysage, se rendre invisible et surtout faire preuve de respect envers l'autre en rejetant toute notion de supériorité. Ici, vous êtes dans leur environnement. Eux savent, pas vous. Si quelques-uns des orang-outans orphelins réapprenaient à vivre en toute indépendance dans leur habitat naturel, une grande partie d'entre eux peinaient à se défaire de l'emprise de l'homme et aux traumatismes liés à la séparation de leur mère. Si certains éprouvaient de la difficulté à trouver des arbres nourriciers, d'autres n'arrivaient même pas à grimper aux arbres, un comportement pourtant essentiel à leur survie. Plusieurs jeunes nouvellement réintroduits sont morts. Beaucoup ont disparu sans même laisser de traces. Certes, la réintroduction permet à quelques individus de retrouver la liberté, mais à quel prix ? Ces programmes de réhabilitation sont particulièrement onéreux. Il faut nourrir et soigner les centaines de jeunes orang-outans qui arrivent chaque année. Comment leur réapprendre les compétences essentielles à leur survie sans les rendre dépendants des hommes devenus mères de substitution ? Pour l'instant, aucun programme n'a trouvé de solution optimale. Faut-il pour autant laisser les orphelins aux mains des trafiquants ? C'est pourquoi il me semble indispensable d'arracher les orang-outans issus du braconnage, des pseudozoos
et autres lieux publics affligeants. Il ne faut pas non plus négliger de lutter contre les causes en amont de la disparition du grand singe roux. Au fil de mes voyages à Bornéo, le rêve a vite fait place à la révolte. Semaine après semaine, la forêt perdait ses arbres. Elle reculait pour faire place à d'immenses étendues de terre où de palmiers à huile furent plantés. Je ne connaissais le nom de cet arbre que par des observations faites en Afrique, où il était utilisé par la population locale. Mais d'abord, importé comme une plante d'ornement en Malaisie, le palmier à huile a été cultivé à grande échelle pour sa valeur économique, que tout le monde connaît. C'est un véritable fléau, la cause principale de la déforestation, qui surpasse même le commerce de bois exotiques. J'ai pu mesurer l'ampleur des dégâts lors d'un survol en hélicoptère. Des milliers d'hectares de monoculture s'étendaient à perte de vue. Quel rapport entre ces problèmes économiques et les orang-outans? Les deux sont pourtant intimement liés. Après 14 mois à explorer la forêt de Bornéo, cette nature que je croyais sauvage ne l'était plus. Même les zones autrefois impénétrables ont vu les hommes arriver munis de leurs tronçonneuses. Mes illusions ont volé en éclats. Si des peuples ont su survivre en équilibre avec la nature, la mondialisation et le capitalisme d'aujourd'hui n'ont que faire de la nature qui nous a jadis protégés. L'étude que j'avais commencée sur le comportement des orang-outans s'était transformée en enquête sur la déforestation et le trafic des primates. Je veux comprendre pour mieux lutter contre ces phénomènes qui réduisent une des plus anciennes forêts tropicales de la planète en lambeaux, tout en décimant sa faune exotique des plus rares. Je retourne parfois à Bornéo avec un pincement au cœur, devant l'étendue des changements liés au recul de la forêt. Il y a de plus en plus d'orang-outans dans les centres de réintroduction et aucune autorité internationale n'arrive à freiner le trafic. Si rien n'est entrepris, il n'y aura plus d'orang-outans à l'état sauvage dans moins de 20 ans. Au cours de l'histoire de la Terre, de nombreuses espèces ont disparu de façon naturelle. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est responsable de la majeure partie des disparitions d'espèces observées, souvent pour assouvir sa cupidité. La Terre nous a tellement offertes. N'avons-nous pas comme devoir d'en prendre soin, pour les générations futures, mais aussi pour le simple bonheur de la voir vivre? C'est la fin de ce récit. C'était émouvant et en même temps très réaliste sur les enjeux de notre planète. Ça m'a profondément touché, surtout que pour cet enjeu, nous pouvons être acteurs en tant que consommateurs. Comme vous l'aurez compris, c'est le commerce de l'huile de palme qui détruit peu à peu la nature présente sur l'île de Bornéo. Et nous pouvons jouer un rôle dans l'arrêt de cette déforestation. Personnellement, après avoir entendu cette histoire, j'ai plus trop envie de manger du Nutella. Pour faire comprendre la chose autrement, disons que manger un pot de Nutella équivaut à participer à la perte de l'habitat des orang-outans, et donc l'emmener à une mort certaine. Et je ne parle même pas des autres espèces d'animaux ou de plantes qui sont eux aussi impactés. Et le pire dans tout ça, c'est que l'huile de palme ne se trouve pas uniquement dans le Nutella, mais aussi dans d'autres produits du quotidien comme certains beurres, la pâtisserie, des glaces, des frites ou encore des gâteaux industriels. Ce qui peut vite devenir un piège si on ne regarde pas les ingrédients. Pour dire également que cette huile contient un acide qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires, en déposant des corps gras sur les parois des vaisseaux sanguins. Pardon d'être cru, mais pour être plus clair, en bouffant du Nutella, on tue les orang-outans, et nous en même temps. Si les consommateurs n'achètent plus de produits qui contiennent cette huile de palme, la demande baissera, et la production aussi. Ce qui veut dire la diminution progressive de la déforestation, et la sauvegarde des espèces y habitant, comme l'orang-outan. Pour finir, voici une anecdote sur nos amis les orang-outans. Avec les chimpanzés et les gorilles, ce sont les primates les plus proches de l'humain. Leur génome, qui correspond à leur séquence ADN, diffère de seulement 3% avec le nôtre. Je trouve ça fou, le peu de différence qu'il y a entre nos deux espèces. D'ailleurs, leur nom orang-outan vient du dialecte indonésien orang-utan, qui veut dire homme des bois. Les orang-outans sont nos semblables plus que n'importe quel autre animal habitant sur cette terre. Ils méritent donc notre admiration et notre protection. L'épisode touche à sa fin. Je suis ravi de vous avoir présenté cette histoire touchante et révélatrice du danger que courent les espèces de Bornéo. Si ce message vous a marqué, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram pour en discuter tous ensemble. Sur ce, je vous retrouve pour le prochain épisode de La Vie Sauvage. Jusque-là, portez-vous bien.